Parfait. Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer. Profitez de vous installer encore tranquillement. On a 10-15 secondes, il n'y a pas de problème, tout va bien. Rebonjour donc à toutes et à tous. Je m'appelle Jimmy Barins et je vais, pendant les 25 prochaines minutes, essayer de vous intéresser au fait qu'il faut être hyper présent dès la première intention de recherche quand un consommateur, vous, moi, pensez à votre parcours quand vous cherchez quelque chose, à acheter un bien ou à réserver une nuitée. Réfléchissez à votre parcours, vous allez vous apercevoir que dès que vous commencez à être en phase de recherche, il faut que vous, en tant que marque, vous soyez présent dès le début à ce niveau-là. Donc ce qu'on va regarder tout de suite, c'est le parcours client classique qu'on a l'habitude d'avoir. On a un début d'intention, on va avoir une succession de questions et de réponses qui vont se faire jusqu'au moment où on va être suffisamment rassuré pour pouvoir prendre une décision. Alors ce parcours-là, il est relativement simple. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant que marketeur, on va avoir ce problème de tout ce qui va être la multiplication des... Il me faudrait le slide suivant, s'il vous plaît. Oups, on va revenir. Parce que j'ai pas de clicker en fait, c'est ça qui est assez marrant. Slide suivant. Voilà, merci. On a la multiplication des points de contact digitaux et vous, en tant que marketeur, ça devient impossible pour vous d'être présent sur tous ces points de contact. Vous ne les connaissez pas forcément. Un utilisateur A ne va pas forcément utiliser les mêmes parcours que l'utilisateur B, au point qu'on va avoir le problème suivant, c'est qu'on va avoir une multitude en fait de parcours clients. Voilà. Qui fait que finalement, en tant que marketeur, votre problème, c'est que vous n'êtes plus du tout en contrôle de ce que fait le consommateur quand il choisit d'interagir avec votre marque. Et donc, votre problème, c'est de vous dire, moi, en tant que marque, comment je vais faire pour essayer d'exister et d'être présent le plus tôt possible dans cette interaction avec le consommateur ou avec le prospect. Pour pouvoir ce faire, on a vraiment étudié tous ces parcours et on est arrivé à identifier trois grandes... On a un gros délai là quand même. Voilà. Alors vous connaissez cette métaphore, j'imagine que vous connaissez le Seigneur des Anneaux et voilà, un anneau pour les gouverner tous. J'ai juste utilisé la même logique en disant trois modèles pour les attirer tous. C'est un peu la même logique. On va regarder le premier modèle. Le modèle qui est le modèle rêvé en tant que marque, c'est ce modèle-là, c'est ce que j'appelle le modèle client fidèle loyal, où on a une première recherche et hop, on achète tout de suite. Alors ça existe à hauteur de 10%. Grosso modo de ce que vous faites et de 10% des comportements des utilisateurs. Le problème, c'est que ce n'est pas réellement la réalité de ce qui se passe. Et surtout, le problème, c'est que vous, par contre, en tant que marque, vous y consacrez 85% de vos efforts. Parce que c'est le parcours client idéal. Mais ce n'est pas celui-là que le client utilise dans la vraie vie. Et puis, la principale méthode que vous utilisez pour pouvoir générer du trafic vers votre site web, c'est que vous achetez du AdWords, c'est du SIA. Et donc le problème, c'est que vous rentrez dans une spirale sans fin et inflationniste, puisque vous allez devoir payer de plus en plus cher les mêmes mots-clés pour pouvoir attirer du client. Et donc du coup, votre achat de mots-clés devient de moins en moins intéressant. Donc 10% des utilisateurs, 85% de vos efforts, et ça coûte très cher. Pas forcément le meilleur parcours, mais il faut quand même s'en occuper. Deuxième parcours qu'on va avoir, c'est un parcours qu'on appelle l'interception simple, où là on va avoir un début de recherche qui se passe sur des outils tiers. Quand je parle des outils tiers, je pense aux réseaux sociaux, moteurs de recherche, aux systèmes cartographiques, aux annuaires d'entreprise. Et là, on va avoir vraiment, ok, je fais une recherche sur Google, je ne sais pas exactement encore ce que je veux, je vais commencer à préciser jusqu'au moment où je vais arriver sur votre site web. Et là, votre site web va finaliser de me rassurer avant que je puisse prendre une décision. Là, c'est un volume qui est aux alentours de 20%, mais vous y passez 10% de votre effort. Pourquoi? Parce que c'est du SEO, pour pouvoir intercepter ici les utilisateurs le plus tôt possible. Et le SEO, aujourd'hui, vous en avez une vision qui est malheureusement souvent assez ancienne ou archaïque du SEO, alors qu'en fait, le SEO est un outil formidable aujourd'hui pour pouvoir influencer, en particulier notre moteur de recherche préféré, à savoir Google, de façon assez simple, en utilisant des méthodes éprouvées qu'on a mis en place, évidemment, au niveau de Yext. Troisième parcours qu'on va rencontrer, c'est en fait le vrai parcours qu'on utilise tous, plus ou moins. C'est ce que j'appelle l'interception complexe. C'est 70% du volume, où là, vous démarrez en fait avec une intention de recherche, plus ou moins vague. Vous allez faire peut-être 200 000 recherches complémentaires avant de vous rassurer et de tomber sur la marque qui vous intéresse. Vous arrivez finalement sur le site de marque qui vous intéresse, et là, vous vous posez encore des questions sur ce site de marque pour vous rassurer. Et enfin, vous prenez une décision. On a tous fait ça. Si vous regardez bien votre dernier parcours de recherche, il y avait au minimum 3 à 4 questions avant que vous vous sentiez à l'aise par rapport à une marque ou par rapport à un produit qui vous intéressait. Là encore,
Il faut énormément travailler sur le SEO, énormément travailler sur la qualité, la pertinence et la richesse des sujets que vous voulez mettre en avant, créer un espace qu'on appelle un cocon sémantique, c'est-à-dire qu'autour de vos produits et autour de vos services, vous devez maîtriser tous les mots-clés qui sont utilisés dans cet environnement-là pour pouvoir intercepter quelqu'un qui, par exemple, voudrait faire une recherche sur un sac rouge en cuir vegan. C'est une recherche totalement non brandée, mais pourtant, vous, en tant que marque, vous vendez des sacs en cuir vegan, vous voulez être dans la discussion dès la première recherche effectuée, quel que soit le moteur de recherche, quel que soit le réseau social, puisque vous n'êtes plus en contrôle de où le client démarre sa démarche. Okay, donc c'est vraiment ça l'idée. Par contre, regardez, c'est là où il y a 5% d'efforts et d'argent souvent perdu ou engagé d'un point de vue IT ou d'un point de vue marketing. Donc vous voyez que plus on va vers le parcours réel, moins, bizarrement, on dépense d'argent aujourd'hui sur cet environnement-là. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que pour vous, c'est une source d'opportunité. C'est vraiment de vous focaliser là-dessus et vous allez voir, les résultats sont assez impressionnants. Donc on va regarder, le résumé, c'est ça. La marque doit être présente sur tous les points de contact dès la première intention de recherche. Donc là, il y a deux choses. Tous les points de contact dès la première intention de recherche, et sur toutes les recherches suivantes pour pouvoir sécuriser la prise de décision. Pourquoi? Parce que si vous gagnez la bataille de la première recherche, mais que vous perdez les recherches suivantes, à un moment donné, ça va rebondir et ça va partir peut-être chez votre compétiteur parce qu'il a été plus fort, plus compétent, voire il avait plus d'informations à partager, qui ont été mieux indexées par les moteurs de recherche. Et en fait, il était peut-être parti avec une marque, mais il va finir avec une autre. Donc faire attention, il faut être bon, en clair, tout le temps, dès la première intention de recherche jusqu'au bout. Alors maintenant, on va regarder effectivement comment ça se passe. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, toutes ces informations dont vous avez besoin, elles existent déjà dans votre entreprise. Mais il y a le phénomène du millefeuille, c'est-à-dire qu'il y en a qui a créé une base de données pour les points de vente, il y en a qui a créé un Product Information Manager pour les produits, l'autre il a créé un CRM, un ERP, enfin tous les trucs en 3 lettres, on les a sur la gauche. Le problème, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, je m'en fous de votre organisation IT complètement. Ce n'est pas mon sujet. Moi, en tant qu'utilisateur, ce que je veux, c'est juste trouver la réponse à la question que je pose. Après, comment ça se passe derrière, ce n'est pas mon problème. Donc, il faut faire attention parce qu'en fait, il faut arriver à surfacer les informations qui se trouvent dans ces bases de données pour pouvoir les mettre à destination du public. Donc, on a une solution pour ça. Ça va être de centraliser en fait toutes ces informations dans un système unique, un référentiel unique, dans lequel on va connecter les objets entre eux. C'est-à-dire qu'on va dire par exemple, ce produit appartient à cette offre et cette offre n'est valable que dans les magasins d'Île-de-France. Donc vous voyez, il y a une logique qui est créée entre les objets et donc ça va donner du sens et du contexte aux objets, aux services que vous allez vendre. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qu'on va regarder, et ça c'est un point intéressant, puisqu'on est à Tech for Retail, il fallait mettre un petit peu d'informations sur le retail. Ça c'est une prévision pour les fêtes 2022 que Yext a faites entre 2021 et 2022 en regardant les 3, vous savez, call to action de Google. Demande de direction, clic sur le site web et nombre d'appels. Là je vous demande juste de focaliser sur demande de direction et nombre de clics sur le site web. Ce qui est en bleu, c'est les demandes de direction. Donc on voit très bien qu'entre l'année dernière et cette année, on s'attend à avoir une explosion du nombre de demandes de direction. Et deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que le nombre de clics pour voir les sites web est en diminution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, moi, en tant qu'utilisateur, on va cliquer de plus en plus sur des demandes de direction. Ça veut dire que si l'information par rapport à un magasin physique n'est pas correcte, je commence ma relation avec un utilisateur dans les plus mauvaises conditions possibles. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment mettre l'accent sur la qualité, la véracité des informations que vous présentez pour chacun des points de vente que vous représentez. Deuxième chose, s'il y a moins de clics vers les sites web, ça veut dire qu'il y aura moins de trafic vers les sites web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peu de trafic que vous allez avoir, il va falloir être extrêmement bon pour pouvoir le convertir. Et donc ça veut dire qu'il va falloir un taux de conversion qui va augmenter. Alors je vais vous faire voir comment on peut refaire ça. On va commencer par la partie demande de direction et on va s'assurer, non c'était bien, on va s'assurer qu'on puisse avoir un référencement de vos établissements physiques de façon efficace. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on prend le temps de mettre des coordonnées correctes, des adresses correctes, des horaires d'ouverture corrects, des horaires d'ouverture multiples des fois, parce qu'on a des magasins qui ont plusieurs choses à faire en même temps, voir est-ce qu'au niveau Covid, il y a le masque, il n'y a pas le masque, enfin toutes les informations possibles et imaginables sur votre point de vente et qu'elles soient correctes et fraîches, à ce moment-là, on a une augmentation de 52% de clics supplémentaires. C'est-à-dire plus les informations sur votre point de vente sont claires, correctes et de qualité et en volume, donc détaillées,
plus vous allez avoir un clic vers une demande de direction parce que vous avez rassuré le client. Donc ça, c'est un point important. Slide suivant. Ce qui est important aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être présent sur tous les points de contact. Aujourd'hui, nous, on gère 160 points de contact pour vous. C'est-à-dire quand vous nous donnez une information sur un magasin, on va le diffuser sur 160 points de contact. Réseaux sociaux, moteurs de recherche, système de cartographie, annuaire, 118.00 et ainsi de suite. Il y a certains annuaires que je n'utilise jamais, mais peut-être que vous utilisez, peut-être que vous utilisez. Vous, en tant que marque, vous devez être partout. Ça, c'est le premier point important. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est la gestion des avis. Très important que d'écouter les avis. Il faut monitorer les avis, il faut écouter ce que disent les clients. Ça, c'est très important. Mais c'est aussi, on va y revenir, voilà. Collecter les retours des clients, on va suivre l'évolution aussi, parce que le but, c'est de faire monter sa note. Bien évidemment, on sait que la note a un point très important. Se comparer par rapport à la compétition, c'est aussi bien, parce que moi, j'ai des clients qui me disent oh, j'ai 3,8, 4,2, je suis super content. Bah ouais, mais quand on regarde vous par rapport à la compétition, tous les autres sont à 4,6. Donc en fait, vous n'êtes pas bien. Donc voilà, il faut bien aussi se comparer à la compétition, c'est un point important. Slide suivant. Après avoir écouté, il faut pouvoir après répondre à ces avis. Plus vous allez prendre le temps de répondre aux avis, et plus vous allez pouvoir augmenter le taux de satisfaction et l'environnement de satisfaction de votre client. Avec un NPS qui va monter effectivement en flèche, vous allez créer des ambassadeurs de la marque qui vont répondre en votre nom parce qu'ils apprécient la relation qu'ils ont avec la marque et ils pouvaient faire la différence par rapport à la compétition. C'est là où vous allez pouvoir récupérer ces fameux 0,2, 0,3, 0,4 points qui vont faire la différence par rapport à la compétition. Alors deux choses qu'on a pour le Tech for Retail, le slide suivant, on a ramené deux chiffres pour vous. Ici vous voyez la note, 2, 3 étoiles, 3, 4 étoiles, 4, 5 étoiles. Vous voyez que le jaune est en 4, 5 étoiles. Mais ce qui est intéressant, c'est le nombre de reviews. C'est-à-dire qu'avoir des bonnes notes, c'est bien, mais avoir des bonnes notes avec un faible volume, ça ne suffit pas. Et là, on voit un exemple. Ici, je suis à presque 10% avec des super notes, mais avec un nombre de reviews très faible. Si j'ai un nombre de reviews très élevé, c'est x2 le click-through rate. C'est-à-dire qu'on va avoir une envie de cliquer 2 fois supérieure si on a un gros volume d'avis avec une bonne note. Deuxième chiffre qu'on voulait partager avec vous, c'est celui-là. Quand on a une note supérieure à 4, ça change tout. Vous ne rentrez plus dans le même monde. Donc 3,8, 3,9, non. C'est 4 et plus. Après, c'est la bataille par rapport aux compétiteurs. Mais quand vous avez 4 et plus, non seulement les gens vont cliquer plus, on le voit bien sur le diagramme, sur votre site web, ils vont aussi faire des demandes de direction beaucoup plus souvent qu'avec des notes inférieures à 4, et le nombre d'appels va diminuer. Ça veut dire que vous faites un bon travail aussi au niveau du support client. Donc en fait, ça a tous les avantages. Plus vous avez une note de haute qualité, surtout supérieure à 4, aussi, il faut savoir que les algos de Google ne vous traitent pas de la même façon quand vous passez au-dessus de 4. Il faut savoir que c'est aussi un facteur très important pour apparaître. Vous savez, dans le local pack, cette espèce de minimap avec les 3 liens qui apparaissent, si vous êtes en dessous de 4, ça peut arriver, mais ça veut dire que tout le monde est en dessous de 4, donc ils sont bien obligés de faire apparaître quelque chose. Mais s'il y en a un qui est au-dessus de 4, boum, il gagne. Donc c'est très important à ce niveau-là. On continue, on a fait la présence, on a fait les avis. Maintenant, on va regarder aussi tout ce qui est autour des pages, peut-être, un jour. Voilà. Il est important de faire des pages de points de vente, store locator, donc vous le savez. Le store locator, c'est souvent le truc, ouais, petit projet IT, tout le monde s'en fout. C'est une erreur. C'est très important d'avoir un store locator de très bonne qualité, qui répond vite, qui répond bien, qui marche sur mobile et qui soit optimisé SEO. Si vous n'avez pas ces choses-là, vous cassez votre relation avec le client. Très embêtant. Mais on peut s'en servir aussi au-delà du point de vente pour mettre en avant vos produits, vos services. Et pourquoi pas d'ores et déjà proposer des solutions de support à des réponses. Vous savez, la règle des 80-20, il y a 20% de questions qui correspondent à 80% des demandes. Bah autant les mettre tout de suite à ce niveau-là. Slide suivant. On va regarder qu'il y a aussi une autre technologie qu'on peut utiliser. C'est ce que je disais tout à l'heure, le cocon sémantique. C'est-à-dire que vous avez un produit, le fameux sac rouge dont on parlait tout à l'heure. Ben, il y a plusieurs façons d'écrire sac ou d'utiliser des mots qui sont équivalents à sac ou de parler du fait que j'ai des cuirs vegan. Et ben, tout ça, c'est ce qu'on appelle le cocon sémantique. C'est-à-dire qu'on va chercher tous les mots et les termes qui vont correspondre au même espace sémantique. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer des pages SEO, des pages d'intention qui sont liées à votre magasin. Donc on a la page magasin qui est la page mère et elle va avoir des pages filles sur des termes génériques. Et c'est des pages qui n'ont qu'une seule intention, c'est d'être crawlées par Google et de référencer ces termes. Ce qui fait que demain, quand je poserai ma question sur mon fameux sac rouge en cuir vegan, qui est non brandé, donc il n'y a pas de marque dedans, eh ben, je vais l'intercepter parce que j'ai une page sur les sacs en cuir vegan qui a été faite et optimisée d'un point de vue SEO. Donc très intéressant à faire. Après, on continue une fois qu'on a fait les pages. Là, maintenant, on arrive sur le site web de la marque. Jusqu'à maintenant, on a fait de l'acquisition. On a aidé le client à arriver sur votre site.
Maintenant, encore faut-il qu'ils prennent une décision finale d'achat ou de se déplacer dans votre magasin. Il faut donc que votre expérience sur votre site web soit irréprochable. Et là, il vous faut un moteur de recherche digne de ce nom. Je vous demande un petit exercice. Et ce n'est pas arrogant ce que je vais dire. Retournez sur votre site de marque à la fin du salon quand vous rentrez ce soir et posez les questions sur votre site au-delà du produit. Et même au niveau du produit. Et regardez l'historique de votre moteur de recherche. À mon avis, il a entre 10 et 12 ans d'âge. Il est uniquement orienté produit. Et encore, si vous posez des questions avec 2 ou 3 critères, il ne sait plus où il habite. Et surtout, si je pose une question du style « Quelles sont les méthodes de retour, par exemple? Est-ce que le retour est gratuit ?» Vous allez voir que votre moteur n'y répond pas. Pourquoi? Parce que historiquement, les gens ont installé un site web, ils ont pris un CMS, ils ont pris le moteur de recherche qui allait avec le CMS, et puis ça marchait bien. Ben non, ça ne marche pas bien. Donc regardez, faites-le de façon un peu, voilà, un peu humble, en regardant un petit peu ce qui se passe, et vous allez être très surpris. Et surtout, faites la comparaison avec la même question posée sur Google. Et ben vous allez quoi? C'est que Google il va mieux répondre à la question que vous. Ce qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, il faut proposer la même expérience que Google vous avez, mais sur votre site de marque, avec des questions qui peuvent être posées de 25 façons différentes. Et puis pour information, aujourd'hui, la moindre requête qui est faite sur un moteur de recherche de marque, c'est minimum 3 à 4 mots-clés minimum. Donc ça veut dire qu'il y a plus ou moins 3 ou 4 critères qui vont rentrer en ligne de compte sur la question qui va être posée. Donc regardez bien votre moteur de recherche, il y a une énorme zone d'amélioration possible à ce niveau-là. On va faire, et nous ce qu'on a mis en avant, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle les requêtes en langage naturel. Nous la bonne nouvelle c'est qu'on est né qu'il y a 2 ans au niveau du moteur de recherche. Donc on n'est pas du tout basé sur les mots-clés, on est basé uniquement sur ce qu'on appelle la reconnaissance en langage naturel, c'est-à-dire qu'on va comprendre l'intention derrière les mots qui sont utilisés. Parce que si là dans la salle je demandais à me dire voilà la réponse c'est poisson rouge et je demandais à tout le monde d'écrire une question qui mène vers poisson rouge, on aurait peut-être facilement 30 à 40 questions différentes avec des termes, des façons de poser la question qui seraient différentes. Et pourtant ça amène vers la même réponse. Donc là, moteur en langage naturel et qui amène la réponse directe et non pas une suite de liens où il faut que je clique pour arriver au résultat. On continue. Et là on va avoir un exemple avec Cusmity. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins la marque. Et là on a mis en place pour eux tout cet environnement. Et on voit qu'au niveau du Drive to Store, en 1 an de présence, on a augmenté de 27% le trafic qu'il y a eu vers leur magasin, juste en nettoyant, en clarifiant et en publiant partout les informations. On a augmenté leur trafic site web de 17%, alors qu'ils avaient déjà un trafic très élevé. On peut obtenir de meilleurs résultats, mais dans ce cadre-là, c'était ça. Mais surtout, regardez, ils ont fait un travail de fond sur les avis. Et là, on est passé sur 70% des avis, on les a fait passer au-dessus de 4. Et là, ça a tout changé en termes de crédibilité, de présence et même de positionnement dans la page Google. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça, il vous faut un outil pour vous accompagner sur cet environnement-là. Petit slide suivant. Voilà, en résumé donc, dans un monde parfait, il existe, ça c'est la bonne nouvelle, il vous faudrait plusieurs choses. Une plateforme pour gérer toutes les expériences de recherche. Donc ici, on va mélanger ce qu'on appelle le knowledge graph, c'est-à-dire en fait une base de données dans laquelle on va stocker les informations publiques que vous voulez partager avec vos points de vente, mais on va les stocker comme notre cerveau, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des entités et des liens. C'est la même chose que nos synapses et nos neurones, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits morceaux d'informations qui vont se connecter entre elles. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Je vais avoir un produit qui fait partie d'une offre et cette offre n'est valable que dans ses points de vente. Le fait qu'il y ait ce contexte, le fait qu'il y ait cette information structurée et de qualité dans le knowledge graph est la base du succès et la base de la qualité des réponses que vous allez fournir. On y ajoute de l'IA pour pouvoir faire ce traitement de données dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, on utilise l'IA pas que pour vous aider à comprendre l'intention de recherche, mais aussi depuis 3 mois, on a annoncé l'utilisation de la génération de contenu dynamique. C'est-à-dire grâce à des algos, vous avez sûrement dû entendre GPT-3, des mots comme ça, vous avez dû sûrement entendre ça. Maintenant, on peut vous aider, parce qu'un des problèmes que les marques ont, c'est de créer du contenu. On n'a pas toujours 50 rédacteurs ou copywriters pour nous aider à faire du contenu. Là, maintenant, on a des outils pour nous assister, pas pour nous remplacer, mais pour nous assister. Ça, c'est très intéressant. Et une fois qu'on a cette base de données, eh ben, on va pouvoir créer plein de recherches différentes. Soit on fait de la multidiffusion, donc présence sur tous les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, des points de vente physiques. Soit je fais des pages locales avec un store locator, je gère les avis clients, je fais mes fameuses pages d'intention pour intercepter les utilisateurs le plus tôt possible dans leur parcours de recherche. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un sujet à lui tout seul, c'est le Customer Care et le Help Center. On peut utiliser toutes les technos dont je viens de vous parler
pour pouvoir vraiment aider les clients à avoir leurs réponses sans faire un appel, parce qu'on sait qu'un appel c'est entre 7 et 10 euros, alors que quelqu'un qui trouve l'information sur le net c'est 10 centimes, c'est pas du tout la même échelle, donc il est très important de passer plus de temps sur votre FAQ et sur votre Help Center en ligne, c'est ça dont je parle. On va avoir, et on l'a dit tout à l'heure, des expériences de recherche qui peuvent être soit ce qu'on appelle universelles, soit verticales. Par exemple, une expérience de recherche verticale, ça va être un store locator. Quand je cherche un magasin, c'est un moteur de recherche. Quand je recherche un produit, c'est un moteur de recherche. Par contre, la recherche universelle, c'est ce côté, je ne préjuge pas de la question qu'un consommateur va poser à propos de ma marque. J'arrive sur le site, je suis face à la marque, je peux poser des questions sur les produits, sur les services, sur l'histoire de la marque, s'il y a un job, n'importe quel type de questions, les événements, n'importe quel type de questions. C'est ça que j'appelle la recherche universelle. Vous êtes capable d'avoir une seule barre de recherche, mais qui est capable de répondre à n'importe quelle de recherche émise par un consommateur et un prospect. Et on doit avoir une dernière expérience sur la droite, voilà. C'est la base de connaissances, ça c'est l'utilisation de ce que je viens de vous dire, mais en interne de l'entreprise. C'est pour l'intranet. Souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts pour les clients, mais qu'en interne, on a beaucoup de mal à avoir accès soi-même à l'information, et de façon structurée et ordonnée. Et bien là, on peut aussi utiliser notre technologie pour pouvoir mettre en place cette base de connaissances. Et donc, l'idée c'est quoi? C'est de publier vos informations publiques sur tous les points de contact, sur les outils tiers, c'est-à-dire les outils que vous ne maîtrisez pas directement, moteurs de recherche, réseaux sociaux, sur vos propres propriétés digitales, sur vos propres expériences digitales, c'est-à-dire en fait votre site web, bien sûr ici, mais aussi ça peut être votre appli mobile, ça peut être un chatbot, ça peut être éventuellement quelque chose qui a été développé pour Amazon, Alexa ou ainsi de suite. Et puis pourquoi pas, sur vos propres systèmes internes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait faisable. La bonne nouvelle, c'est que l'information est la même, elle est juste exploitée de façon différente suivant à qui on parle et dans quel but on va la diffuser. Et donc on a une solution pour ça, qui s'appelle la plateforme de réponse Yext, où on va retrouver le knowledge graph au centre, et de façon modulaire, vous allez pouvoir avoir le presence management, donc c'est toute la partie diffusion sur les points de contact du réseau physique. On va avoir la gestion des avis, la gestion des stores locataires et des pages d'intention, la gestion des moteurs de recherche, et puis deux choses très importantes, c'est les connecteurs et les analytics. Les connecteurs, c'est quoi? Parce que l'enjeu pour vous, c'est de créer cette base de données knowledge graph dont on a parlé tout à l'heure. Mais on a vu que ces informations, elles étaient, vous vous rappelez, en 3 lettres, là, tout ce qu'on avait vu sur la gauche tout à l'heure. Mais ça, il faut les ingérer dans le mode du knowledge graph. Il faut pouvoir les importer facilement. Donc nous, on a développé aujourd'hui 60 connecteurs natifs vers les grands acteurs, le Salesforce, Adobe et autres, pour pouvoir récupérer évidemment automatiquement cette information. Mais si vous utilisez quelque chose qui n'est pas supporté par nous, on a un framework qui s'appelle le framework connecteur, qui permet, avec une dizaine d'étapes, sans codage, de vous aider à récupérer des informations avec des champs précis. Vous n'êtes pas obligé de récupérer tout, mais que ce qui vous intéresse directement. Et puis enfin, et ça c'est peut-être le moteur le plus important, c'est la partie analytics, c'est comment mes utilisateurs se comportent. Qu'est-ce qu'ils consomment, quand ils cliquent, pourquoi ils enchaînent les étapes de cette façon-là, quelles sont les recherches qu'ils font. Tout ça va être stocké dans l'analytics et va me ramener des informations extrêmement riches sur le parcours client, et donc va pouvoir me permettre de prendre des décisions, parce que par exemple, j'étudie mon analytics et je m'aperçois que plein de gens me posent des questions en utilisant le terme soulier à la place de chaussures. Moi, soulier, ouais, bon, j'ai pas forcément pensé à mettre le terme soulier, j'y avais pas pensé. Et bien la bonne nouvelle, c'est que l'analytics me l'a fait remonter, et donc je vais pouvoir dire, bah ok, c'est facile, je vais retourner dans le knowledge graph, je vais rajouter le terme soulier dans le knowledge graph, et maintenant, bah, tout ce qui va être question va répondre correctement au système. Donc on va avoir un cercle vertueux qui va se mettre en place avec amélioration de la qualité permanente, amélioration des résultats de réponse, et donc amélioration des satisfactions clients. Donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant qui est mis en route à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je crois qu'il nous reste 5 minutes, ce qui est très bon pour les questions-réponses. Alors j'ai un très joli micro, tout rouge, pour ceux qui veulent poser des questions. Et je vais demander peut-être à Luciana ou à Victoria, voilà, s'il y a besoin. N'hésitez pas à poser des questions. Et si vous êtes un petit peu timide, c'est pas très grave. On est sur le stand de C28. C28, voilà, vous pouvez venir nous voir tranquillement après, c'est pas grave, c'est pas gênant. Mais si vous avez des questions, on a 5 minutes, allez-y. Il y a une question là, Victoria. Ici. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce qui a été fait avec Cosmity pour la génération d'avis? Oui. Alors en fait, quand on a récupéré la relation avec Cosmity, ils avaient déjà des avis, parce que ça, les avis, ils nous attendent pas, hein, ils sont générés automatiquement par les applications tiers sur Google, sur Facebook et sur les autres, sauf qu'ils n'avaient pas une gestion active des avis. Ils étaient plutôt en mode attentiste, et comme beaucoup de marques d'ailleurs, hein, beaucoup de marques sont en mode monitoring, c'est-à-dire ils reçoivent les avis, ils consultent un peu les avis, puis c'est tout. Sauf que ça suffit pas.
Pour pouvoir faire monter les notes des avis, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les avis, il faut avoir une gestion proactive des avis. Et donc là, on leur a partagé des bonnes pratiques. On a utilisé l'outil aussi pour industrialiser un certain nombre d'actions. Par exemple, on a gamifié pour le client l'environnement de gestion des avis pour un peu motiver les franchisés entre eux ou les responsables de magasins entre eux. C'est-à-dire que lui qui est à 300 mètres de moi ou à 500 mètres de moi, il est à 4,2. Moi, je suis à 3,8. Tac, 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 on va essayer de se tirer un peu la bourre. Donc on peut aussi faire ce genre d'activité, mais surtout, on a détecté de façon extrêmement granulaire que certains magasins marchaient très bien et certains magasins ne marchaient pas du tout. Le problème, c'est que quand on regarde une note moyenne sur la France et qu'on me dit c'est 3,8 sur la France, ok. Mais en fait, il y a peut-être quelqu'un qui est à 2,8 dans le Pas-de-Calais. Et ça, c'est pas bon. Donc là, il faut être hyper précis, revenir sur chacun des cas qui n'étaient pas bien. Éduquer, en fait, c'est le gros sujet. C'est l'éducation des responsables de magasins. Suivant l'âge de le responsable de magasin, suivant le business dans lequel on est, des gens sont plus ou moins sensibles au digital et plus ou moins persuadés que le digital amène du monde dans leur magasin. Et donc, il y a un vrai sujet d'éducation pour pouvoir sensibiliser votre réseau physique à l'usage du numérique et à l'impact du numérique. C'est-à-dire que là, il faut lui dire, regarde, si tu fais cet effort-là le lundi, le mardi ou le mercredi, tu vois le résultat. Parce que s'il n'y a pas un lien de cause à effet, il ne va pas y croire. Donc c'est là où on les a aidés beaucoup et c'est là où les notes ont commencé à décoller. Uniquement magasin dans le cas précis, oui, tout à fait. Une autre question? Non. On n'a que des grands timides. Merci beaucoup, bonne fin de salon et puis mangez bien.